Bienvenue à vous, les élus. L'authentique qui écoute ceci sait profondément de quoi je parle. Ils ne t'ont pas mal compris. Ils t'ont mal calculé. Et cette erreur leur a tout coûté. Pendant des années, les gens t'ont observé avec ce même regard penché, comme si tu étais une sorte de problème non résolu, trop intense, trop silencieux, trop imprévisible. Un jour, tu étais totalement investi, hyper concentré, avec 10 longueurs d'avance sur tout le monde. Le lendemain, tu disparaissais sans la moindre explication, tu coupais les ponts sans faire de discours, tu changeais de direction sans prévenir. Pour eux, cela semblait chaotique, aléatoire, voire un peu déséquilibré. Ils le murmuraient dès que tu quittais la pièce. Quelque chose cloche chez lui. Pourquoi est-il comme ça? Est-ce qu'elle va bien? Et puis, il y a cette étiquette classique qu'ils t'ont collée sur le front comme un autocollant bon marché. Fou. Pas parce que tu étais irrationnel, mais parce que tu ne te comportais pas d'une manière qu'ils pouvaient prédire. Pourtant, voici la vérité que la plupart des gens refusent de voir. L'histoire a cette étrange habitude de qualifier les esprits aiguisés de fous, bien avant de les reconnaître comme brillants. Les psychologues ont même un nom pour cela. Lorsque la perception de quelqu'un devance celle du groupe, le groupe suppose que le problème vient de cette personne et non de leur propre manque de compréhension. Mais sache, ô authentique, que les véritables élus ne se promènent jamais à découvert dans ce monde aveugle. Ils scellent leur énergie et leur aura en utilisant des sagesses anciennes, une forteresse spirituelle invincible, désormais accessible à travers les 7 sceaux de l'élu. Il est toujours plus facile de coller une étiquette que d'admettre son incapacité à comprendre le fonctionnement de ton esprit. Alors, au lieu de t'étudier, ils t'ont diagnostiqué. Au lieu d'apprendre de toi, ils se sont moqués de toi. Ils pensaient que ton silence trahissait un malaise social. C'était de l'observation pure. Ils pensaient que ta distance signifiait que tu étais froid. C'était du discernement. Ils pensaient que tu réfléchissais trop. En réalité, tu calculais les résultats potentiels comme un super ordinateur d'échecs. Pendant qu'ils jouaient aux dames avec leurs impulsions et leurs sentiments, tu cartographiais les conséquences avec 3 mois d'avance, comme si de rien n'était. Et honnêtement, parfois tu les as même laissés continuer à y croire, car corriger les gens demande de l'énergie. Et les regarder te sous-estimer avec autant de confiance a quelque chose de profondément amusant. C'est comme voir quelqu'un amener une cuillère à un combat d'épée et déclarer avec arrogance « Ouais, je suis prêt ». Tu as presque envie de leur souhaiter bonne chance. Ce qu'ils appelaient de la folie n'était pas de l'instabilité, c'était de l'indépendance. Tu ne suivais pas le troupeau émotionnel, tu ne paniquais pas quand tout le monde paniquait. Tu ne justifiais pas le moindre de tes mouvements pour obtenir leur approbation. Tu agissais quand cela avait du sens pour toi, pas quand cela leur semblait normal. Cela seul suffisait à perturber les gens, car la société se vautre dans le confort du prévisible. Ce qui est prévisible peut être contrôlé. Ce qui est prévisible peut être manipulé. Mais toi, tu n'as jamais bougé sur commande, et c'est là que le basculement s'est opéré. Lentement, silencieusement, ces mêmes personnes qui plaisantaient sur ton compte ont commencé à remarquer quelque chose de très inconfortable. Les choses contre lesquelles tu les avais mis en garde n'arrêtaient pas de se produire. Les personnes que tu évitais ne cessaient de te donner raison. Les risques que tu avais refusé de prendre finissaient par leur exploser au visage. Les décisions que tu avais prises et qui leur semblaient aléatoires fonctionnaient systématiquement avec une précision chirurgicale. Les schémas ne mentent pas. Alors aujourd'hui, leurs rires sonnent faux. Leurs murmures sont teintés de nervosité. Maintenant, ils t'observent de plus près parce que la vérité les a finalement frappés. Tu n'étais pas en train de perdre pied, tu n'étais pas confus, tu n'étais pas instable, tu étais stratégique depuis le tout début. Et aujourd'hui, nous détruisons cette illusion qu'ils n'ont pas vue venir. Nous allons exposer comment tout ce qu'ils moquaient comme étant de la folie n'était en fait que discipline, reconnaissance des schémas, contrôle émotionnel et une intelligence psychologique opérant à un niveau qu'ils étaient incapables de concevoir. Ils croyaient que tu perdais la tête.
Il s'avère que tu calculais chaque variable. Parlons-en. D'abord, tu n'étais pas instable. Tu opérais simplement avec des informations qu'ils ne possédaient pas. Ils t'ont traité de dramatique, de paranoïaque, d'excessif. Ils disaient que tu en faisais des tonnes pour des détails. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est ceci. Tu ne réagissais jamais à ce qui se passait sous tes yeux. Tu réagissais à ce qui se construisait silencieusement dans l'ombre. Pendant que tout le monde jugeait des moments isolés, tu jugeais des schémas. Et les schémas disent la vérité bien avant les mots. La plupart des gens vivent leur vie scène par scène. Ils attendent que la preuve les gifle en plein visage avant de bouger. Tu n'as jamais fonctionné de cette manière. Tu remarquais les infimes changements que personne d'autre ne respectait. Un changement de ton, un sourire forcé, une histoire qui ne correspondait plus à la version de la semaine dernière. Une promesse qui sonnait comme un texte répété plutôt que comme une vérité. De petites choses, des détails presque invisibles. Mais pour toi, ces détails s'empilaient rapidement, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent avec fracas. Au moment où l'événement finissait par se produire, tu avais déjà fait tes bagages mentalement, et tu étais parti. C'est pourquoi ils te croyaient instable, car pour eux, tes décisions semblaient soudaines. Tu coupais les ponts avec les gens sans crier gare. Tu quittais des situations sans raison apparente. Tu cessais de faire confiance à quelqu'un beaucoup trop vite à leurs yeux. Mais cela ne venait jamais de nulle part. C'est juste qu'ils ne prêtaient pas attention comme tu le faisais. Il est fascinant de voir à quel point les gens qui ratent chaque signal d'alarme te traiteront de fou, parce que tu les as vus avant tout le monde. Tu ne devinais pas, tu calculais. Ton cerveau scannait constamment les incohérences, pesant les comportements, comparant les mots aux actes. Tu n'étais pas émotionnel, tu étais analytique, silencieusement analytique. Et les esprits analytiques terrifient ceux qui fonctionnent uniquement à l'instinct, à l'énergie du moment et dans le déni. Eux avaient besoin d'explosion pour croire que quelque chose n'allait pas. Toi, tu n'avais besoin que de la fumée. Alors, quand tu as bougé tôt, ils ont ri. Quand tu les as avertis, ils ont levé les yeux au ciel. Quand tu as pris du recul, ils ont dit que tu réfléchissais trop. Puis, des mois plus tard, tout ce que tu avais ressenti s'est déroulé exactement comme tu l'avais prédit. Soudainement, le fou semble prophétique. La vérité est simple et profondément inconfortable pour eux. Tu n'étais pas du tout instable, tu étais juste informé. Et rien ne frustre plus les gens que quelqu'un qui voit la tempête se former pendant qu'ils admirent encore la beauté des nuages. Ensuite, ta distance n'était pas antisociale, c'était une collecte de données. Ils juraient que tu étais asocial. Ils disaient que tu étais maladroit, taciturne, trop réservé, comme si tu souffrais d'un mal mystérieux parce que tu ne sautais pas dans chaque conversation ou que tu ne luttais pas pour attirer l'attention dans chaque pièce. Pour eux, si tu ne parlais pas, c'est que tu ne savais pas comment le faire. Si tu ne partageais rien, c'est que tu n'avais rien à offrir. Ils confondaient ton silence avec de la faiblesse. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à donner leur spectacle, tu étudiais. Tu n'étais pas déconnecté. Tu étais observateur. Il y a une différence monumentale. La plupart des gens entrent dans une pièce en essayant d'être vus. Toi, tu entres en essayant de tout voir. Qui parle trop? Qui coupe la parole? Qui rit trop fort? Qui change de personnalité selon la personne à côté de qui il se trouve? Qui fait des commérages? Qui écoute? Qui ment avec fluidité? Qui simule la confiance? Tu captes tout cela sans presque rien dire. Et le plus drôle, c'est que les gens se révèlent bien davantage lorsqu'ils pensent que tu ne fais pas attention. Quand quelqu'un te croit silencieux ou inoffensif, il se détend en ta présence. Il fait tomber le masque. Il parle trop. Il confesse des choses qu'il ne devrait pas dire. Il expose ses habitudes, ses insécurités, ses motivations les plus sombres. Pendant ce temps, la personne la plus bruyante de la pièce n'apprend absolument rien parce qu'elle est trop occupée à essayer d'impressionner l'assemblée. Mais toi, tu repars avec un profil psychologique complet. Ils appelaient ça être antisocial, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi tu n'avais pas besoin de ce bruit constant.
Tu ne courais pas après la validation, tu ne suppliais pas pour appartenir à leur groupe, tu ne forçais pas un rire faux, juste pour t'intégrer. Tu te sentais parfaitement à l'aise de rester en retrait et de laisser les gens te montrer exactement qui ils étaient. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'intelligence. La distance t'a offert la clarté. Pendant qu'ils s'empêtraient émotionnellement dans leurs drames théâtraux, tu restais suffisamment détaché pour voir la vérité nue. Tu savais à qui faire confiance, qui éviter, et qui finirait par se trahir lui-même, non pas parce que tu l'avais deviné, mais parce que tu avais observé assez longtemps. Et voici ce qui les dérangeait vraiment. Tu semblais toujours avoir 2 coups d'avance socialement sans même faire d'effort, parce que pendant qu'ils parlaient, tu apprenais. Pendant qu'ils tissaient des liens à l'aveugle, tu accumulais des moyens de pression. Tu n'étais pas inapte socialement. Tu refusais simplement d'être négligent avec ceux à qui tu donnais accès à ton être. Ces vérités non censurées que je te transmets, cette mission de réveil, ne survit dans ce monde d'illusions que parce que des âmes éveillées choisissent de soutenir cette voie indépendante. C'est grâce à ceux qui font un don ou offrent un café symbolique que nous pouvons garder cette lumière allumée pour percer leurs ténèbres. Ton contrôle émotionnel les terrifiait parce qu'ils survivent grâce aux réactions. La majorité des gens ne veulent pas réellement la paix. Ils veulent des réactions. Ce sont les réactions qui leur donnent un sentiment de puissance, une voix qui s'élève, un discours défensif, des larmes, de la panique, de longues et interminables explications. C'est de cela qu'ils se nourrissent, c'est ainsi qu'ils mesurent leur contrôle sur toi. S'ils peuvent t'appuyer sur un bouton et te faire exploser, ils se sentent importants. S'ils peuvent te bouleverser, ils se sentent dominants. Pour beaucoup d'individus, le drame est une monnaie d'échange. Et toi, tu as accidentellement brisé tout leur système parce que tu n'as pas réagi de la manière qu'ils attendaient. Quand ils ont essayé de te provoquer, tu es resté d'un calme olympien. Quand ils ont tenté de t'insulter, tu les as fixés d'un regard inébranlable. Quand ils ont essayé de te faire culpabiliser, tu ne t'es pas précipité pour te défendre. Pas de feu d'artifice émotionnel, pas de représentation théâtrale, juste un contrôle absolu. Pour toi, c'était l'état naturel des choses. Pour eux, c'était contre nature. Ils n'arrêtaient pas de se demander « Pourquoi ne réagit-il pas ?» Cette question les dévorait plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Les gens sont à l'aise lorsqu'ils peuvent prédire tes émotions. S'ils savent que tu vas crier, ils se préparent à crier. S'ils savent que tu vas pleurer, ils se préparent à manipuler ta sympathie. Mais quand tu ne leur donnes rien de lisible, aucune faille, aucun déclencheur évident, ils se sentent aveugles. Et rien ne terrifie plus un manipulateur que de perdre son emprise émotionnelle. Alors, ils t'ont qualifié de froid, de sans-cœur, de détaché, d'étrange. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'ils ne pouvaient pas te contrôler. Ce qu'ils appelaient de la froideur était en réalité de la discipline. Tu ressentais absolument tout. Tu ne laissais simplement pas tes sentiments prendre le volant. Tu ne confiais pas la direction de ta vie à la colère ou à la peur comme tous les autres. Tu faisais une pause, tu processais l'information. Tu choisissais ta réponse avec une méticulosité implacable. Cette force-là, la plupart des gens ne la développent jamais. Ils croyaient que tu ne t'en souciais pas. La vérité, c'est que tu t'en souciais suffisamment pour ne pas laisser des émotions temporaires ruiner des décisions permanentes. Pendant qu'ils brûlaient des ponts au milieu d'une dispute et envoyaient des messages qu'ils regretteraient, à 2 heures du matin, tu restais maître de toi-même. Tu observais, tu calculais, tu ne répondais que lorsque cela avait une importance capitale, et cette énergie calme a produit un effet étrange. Elle a mis à nu tous les autres. Leurs caprices semblaient enfantins à côté de ton contrôle. Leur chaos semblait pitoyable à côté de ta stabilité. Sans même essayer, tu es devenu le miroir qui leur montrait à quel point ils étaient réellement instables. Et rien ne perturbe plus les gens qu'une personne qu'ils ne peuvent pas ébranler émotionnellement. Tu posais des questions qui exposaient les mensonges beaucoup trop vite. Tu ne criais pas plus fort que les autres dans les disputes.
Tu n'essayais pas de dominer les conversations. Tu n'avais pas besoin de discours grandiloquents ou de longs débats pour faire passer ton point de vue. Tout ce que tu faisais en réalité, c'était poser des questions simples et directes. Voix calme, visage impassible, rien de dramatique. Et d'une manière ou d'une autre, cela seul rendait les gens nerveux, car la plupart des mensonges ne survivent pas à la clarté fondamentale. Pendant que tout le monde acceptait les histoires pour argent comptant, toi, tu ralentissais le rythme. Tu ne te contentais pas de hocher la tête et de passer à autre chose. Tu demandais comment, quand, pourquoi ce détail avait-il changé. De petites questions, des questions normales, le genre de questions qui ne devraient poser aucun problème, à moins que quelqu'un ne cache quelque chose. C'est à ce moment-là que tu le remarquais. Les bégaiements, la surdéfensive soudaine, l'histoire qui se réarrange au beau milieu d'une phrase, l'irritation qui apparaît beaucoup trop vite pour une personne prétendument innocente. Tu ne les attaquais pas, tu faisais simplement la lumière. Et la lumière fait s'effondrer les choses fausses avec une rapidité foudroyante. Les gens qui disent la vérité restent généralement calmes. Ils expliquent une fois et avancent. Mais les menteurs haïssent les questions de suivi, car chaque détail supplémentaire est une nouvelle occasion de glisser vers l'abîme. Alors quand tu continuais calmement à creuser, ils ne voyaient pas de la curiosité. Ils ressentaient une pression écrasante. Et au lieu d'admettre que leur histoire était pleine de trous, ils retournèrent la situation contre toi. Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi suranalyses-tu tout? Pourquoi es-tu si méfiant? Remarque à quelle vitesse le blâme a été transféré. C'est ainsi que tu savais que tu avais touché quelque chose de réel. Tu n'étais pas méfiant, tu étais précis. Tu ne laissais pas le charme te distraire, tu ne laissais pas l'assurance te tromper, tu ne laissais pas les personnalités bruyantes te faire passer outre la logique. Tu traitais les mots comme des preuves, non comme du divertissement. Si quelque chose ne collait pas, tu t'arrêtais là, net. La plupart des gens fuient ce moment parce qu'il est profondément inconfortable. Ils préfèrent protéger l'ambiance plutôt que de protéger la vérité, pas toi. Et cela mettait les gens mal à l'aise en ta présence, car ils ne pouvaient pas dire n'importe quoi en espérant que tu l'avalerais aveuglément. Ils devaient réellement avoir du sens autour de toi. Les mensonges devaient faire des heures supplémentaires. Et au fond d'eux-mêmes, ils savaient quelque chose de frustrant. Tu n'étais pas difficile à gérer, tu étais juste impossible à duper. Tes réactions excessives étaient en réalité des systèmes d'alerte précoce. Ils se sont moqués de toi pour avoir quitté des situations trop rapidement, pour avoir coupé les ponts trop tôt, pour avoir remarqué des schémas qu'ils ne voyaient même pas. Ils disaient que tu surréagissais, te traitaient de reine du drame, te disaient de te calmer et d'accorder plus de chance aux gens. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ce qui leur semblait être une réaction excessive était en réalité un radar parfaitement calibré, captant des signaux auxquels ils étaient bien trop aveugles pour prêter attention. Chaque fois que tu prenais du recul, chaque fois que tu faisais une pause, chaque fois que tu te retirais d'une personne ou d'une situation, ce n'était jamais impulsif, c'était préventif. Tu répondais à de petites incohérences, de minuscules changements de ton, des comportements subtils que les autres ignoraient parce qu'ils ne semblaient pas encore importants. Pour eux, c'étaient des problèmes mineurs. Pour toi, c'étaient les miettes de pain menant à une image beaucoup plus vaste et sinistre. Tu n'avais pas besoin que le chaos explose aux yeux de tous pour savoir qu'il arrivait. Tu le voyais des mois avant qu'il ne devienne visible. C'est pourquoi tu bougeais tôt. C'est pourquoi tu ne suppliais pas ni ne négociais avec l'absurdité. C'est pourquoi tu partais avant même que quiconque ne puisse le faire. Ce n'était pas émotionnel, c'était tactique. C'était ta façon de te protéger des conséquences que les autres traitaient comme inévitables. Ils supposaient que ta distance signifiait que tu étais fragile, que tu paniquais au premier signe de problème. En réalité, tu lisais le schéma, tu calculais le risque et tu agissais plus vite que quiconque ne pouvait suivre. Et quand les choses que tu avais anticipées se déroulaient réellement, ils étaient sous le choc. Soudainement, ta réaction excessive ne ressemblait plus du tout à une surréaction.
Elle ressemblait à de la clairvoyance. On aurait dit que tu possédais une vision secrète que personne d'autre n'avait. Les mêmes personnes qui te traitaient de dramatique se bousculaient maintenant pour essayer de comprendre comment tu l'avais vu venir. Tu n'étais pas émotionnel, tu n'étais pas extrême, tu n'étais pas trop sensible, tu étais éveillé dans un monde qui préférait dormir, alerte dans un monde qui ignorait les signes avant-coureurs et préparé dans un monde qui paniquait toujours trop tard. Ce qu'ils appelaient du drame, tu l'appelais de la survie. Ce qu'ils appelaient de l'impatience, tu l'appelais de la précision. Et c'est pourquoi, à la fin, ceux-là même qui se moquaient de tes réactions ont été forcés de te regarder prédire chaque mouvement, les laissant se débattre misérablement dans ton sillage. Tu as brisé les règles sociales délibérément, pas par accident. Les gens supposaient que tu ne t'intégrais pas, parce que tu ne suivais pas leur script invisible. Tu ne riais pas aux blagues que tu ne trouvais pas drôles. Tu souriais quand le respect était absent pour marquer le coup. Tu acquiesçais quand quelqu'un exigeait un accord que tu ne ressentais pas, juste pour le voir s'enfoncer. Tu ne faisais pas ça par maladresse, tu le faisais exprès. Tu voyais les règles pour ce qu'elles étaient, une performance sociale que tout le monde se sentait obligé de suivre, un jeu conçu pour les garder prévisibles et contrôlables. Et tu as refusé de jouer comme tous les autres. La plupart des gens sont occupés à jouer la comédie à chaque seconde, de l'enthousiasme fin par-ci, une politesse forcée par-là, un rire glissé exactement au bon moment. Ainsi, personne ne remarque les fissures dans leur jeu d'acteur. Mais tu ne jouais pas pour obtenir l'approbation, tu ne faisais pas semblant de t'intégrer dans le scénario de quelqu'un d'autre juste pour le mettre à l'aise. Ce refus était silencieux, subtil et profondément déstabilisant pour eux. Les gens autour de toi ont immédiatement ressenti le fossé, même s'ils ne pouvaient pas le nommer. Quelque chose chez toi ne répondait pas aux signaux qu'ils attendaient. Tu n'étais pas maladroit, tu étais conscient, tu étais délibéré. Briser les règles sociales te donnait un avantage perçant. Chaque faux sourire, chaque histoire exagérée, chaque tentative d'impressionner révélait qui ils étaient vraiment. Tu n'avais pas besoin qu'ils se confessent. Leur comportement disait absolument tout. Les gens se révèlent davantage lorsqu'une personne ne performe pas selon les mêmes standards qu'eux. Tu ne rejetais pas la société. Tu l'utilisais comme un miroir implacable. Chaque norme que tu ignorais reflétait la vérité de ceux qui t'entouraient. Et voici la partie la plus terrifiante pour eux. Plus tu étais imprévisible, plus tu étais difficile à manipuler. Ils ne pouvaient pas utiliser les pressions sociales standards sur toi. Ils ne pouvaient pas anticiper tes mouvements parce que tu ne bougeais pas selon leurs règles. Le rire qui était censé t'inclure, au contraire, les exposait. Les petites faveurs qu'ils attendaient que tu rendes ne t'enchaînaient pas. Leur manipulation se heurtait à un mur de briques. Tu n'étais pas socialement brisé. Tu étais stratégiquement libre. Tu n'échouais pas face aux règles. Tu maîtrisais la pièce sans avoir besoin de faire semblant. Et c'est pour cela qu'ils t'ont qualifié d'étrange, car la véritable indépendance a toujours l'air anormale pour des gens qui survivent en jouant des rôles écrits par d'autres. Ton esprit simulait les pires scénarios pour que la réalité ne puisse jamais te surprendre. Pendant que tout le monde vivait le moment présent, espérant naïvement que les choses s'arrangeraient, tu répétais silencieusement les pires désastres. Non pas parce que tu étais pessimiste ou paranoïaque, mais parce que tu avais compris un fait fondamental. La vie ne donne aucun avertissement avant de frapper. Les gens pensent que la préparation consiste à cocher des cases, à économiser de l'argent ou à avoir un plan B. Tu savais que la véritable préparation était mentale, émotionnelle et stratégique. Tu faisais défiler chaque résultat possible dans ta tête, les testant comme dans une expérience de laboratoire. Chaque trahison, chaque échec, chaque erreur qui pourrait survenir, tu l'affrontais d'abord avant même que quiconque ne sache qu'elle existait. C'est pourquoi tes décisions semblaient soudaines pour les étrangers. Ils te voyaient quitter une personne, un emploi ou une situation sans le moindre avertissement. Ils disaient que tu réagissais de manière excessive. Ils murmuraient que tu avais paniqué, mais en réalité, tu ne réagissais pas du tout.
Tu exécutais une stratégie que tu faisais tourner en silence depuis des semaines, des mois, voire des années. Chaque pire scénario que tu simulais te donnait une carte, une série de mouvements qui garantissaient que rien ne pourrait te prendre au dépourvu. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'intelligence pure, c'est de l'anticipation dans un monde qui confond réaction émotionnelle et bravoure. La beauté de la chose, c'est la facilité avec laquelle cela apparaissait aux yeux des autres. Pendant qu'ils paniquaient, blâmaient le ciel et trébuchaient lorsque les événements se déroulaient, toi, tu avançais calmement. Des décisions qui les auraient brisés s'enregistraient à peine comme une ondulation dans ta journée. Tu ne gaspillais pas d'énergie à réagir au chaos, parce que tu l'avais déjà traversé mentalement, tu l'avais habillé et tu avais trouvé le chemin pour en sortir indemne. Les gens pensaient que tu avais de la chance, ils disaient que le timing jouait en ta faveur. Ils te qualifièrent de troublant. La vérité était limpide, tu n'étais pas chanceux, tu étais préparé. Cette répétition mentale constante ne te rendait pas froid, elle te rendait intouchable. Tu portais le poids des possibilités pour que, lorsque tout s'effondrait autour des autres, tu aies déjà 2 coups d'avance, regardant les pièces s'aligner exactement comme tu l'avais anticipé. Et rien ne terrifie plus les gens que quelqu'un qui peut survivre à chaque désastre sans verser une seule goutte de sueur. Ils appelaient ça de la folie, mais tu savais que c'était de la maîtrise absolue. Le genre de préparation silencieuse et implacable qui laisse tous les autres se débattre dans la poussière de ton sillage. Tu laissais les gens te sous-estimer délibérément. Ils pensaient avoir cerné qui tu étais. Ils t'évaluaient en 10 secondes et rédigeaient un rapport complet dans leur esprit. Calme, étrange, peut-être un peu lent, pas quelqu'un dont il fallait s'inquiéter. Ils croyaient que ton calme était une faiblesse, que ton silence était de l'ignorance, que tes pauses étaient de l'hésitation, et tu les as laissés le croire. À chaque haussement de sourcils, à chaque petit hochement de tête, à chaque fois que tu restais silencieux pendant qu'ils déblatéraient, tu les laissais te sous-estimer. Pas parce que tu étais inconscient ou naïf, mais parce qu'être sous-estimé est l'un des plus grands avantages que l'on puisse avoir dans n'importe quelle pièce. Quand les gens pensent que tu es inoffensif, ils révèlent absolument tout. Leur véritable motivation, leur schéma caché, leur vulnérabilité les plus secrètes. Ils laissent tomber le masque parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que tu remarques quoi que ce soit. Ils s'engagent trop, ils parlent trop, ils calculent mal. Et pendant qu'ils sont occupés à se sentir supérieurs, tu prends silencieusement des notes mentales. Tu observes. Tu analyses, tu classes chaque mensonge, chaque faiblesse, chaque contradiction. Tu construis une carte de la pièce, des relations, des mouvements qui auront de l'importance plus tard. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ne soupçonnent jamais que tu es conscient de tout. La plupart des gens dépensent leur énergie à essayer d'impressionner les autres, à faire leurs preuves à chaque tournant. Tu as fait exactement l'inverse. Tu as laissé l'histoire se dérouler pendant que tu restais immobile, calme et invisible. Et cette invisibilité t'a donné un levier qu'aucun d'entre eux ne pouvait toucher. Tu n'étais ni naïf ni passif. Tu étais le grand stratège. Tu avais compris que l'imprévisibilité est synonyme de pouvoir. S'il suppose que tu vas agir d'une certaine manière, tu peux toujours agir différemment. S'il croit t'avoir coincé, tu peux toujours te glisser entre les mailles du filet. Finalement, la vérité se montre d'elle-même. Les mêmes personnes qui ont ri, qui se sont moquées ou qui t'ont ignoré réalisent trop tard que tu observais le moindre de leurs faux pas. Chaque faiblesse qu'ils pensaient voir en toi était un piège mortel, un moment qu'ils t'ont offert pour les comprendre entièrement. Au moment où ils s'en rendent compte, tu as déjà 2 coups d'avance sur l'échiquier. La sous-estimation est dangereuse, mais seulement pour ceux qui pensent que c'est une faiblesse. Pour toi, c'est l'arme absolue. Et rien ne frustre plus les gens que de découvrir que celui qu'ils avaient écarté dans le silence était depuis toujours celui qui contrôlait la partie. C'est précisément à cet instant de rupture, quand l'attaque de l'ennemi se fait la plus insidieuse et que la jalousie cachée de ces vampires énergétiques s'infiltre dans les failles de ta compassion, que la menace est la plus mortelle.
Tu partais sans chercher de conclusion, parce que tu ne négocies jamais avec le manque de respect. Ton aura est à vif, ton énergie est tragiquement exposée face à ceux qui tentent de te vider. Comprends bien ceci, l'élu. Voir le danger de ces manipulateurs ne suffit pas à l'arrêter. Tu dois invoquer ton bouclier d'urgence, les 7 sceaux de l'élu, pour sceller cette brèche dans ton aura avant qu'il ne te consume complètement. Le lien d'activation de ce rituel absolu t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé, car ton esprit ne peut rester une proie. Il te croyait impulsif quand tu coupais les ponts. Il disait que tu réagissais de manière excessive, que tu devais donner une autre chance, que tu ne devais pas être si prompte à t'en aller. Mais tourner le dos et partir n'était pas un acte impulsif, ce n'était pas émotionnel. C'était ta stratégie de survie. Tu as appris très tôt qu'une fois le respect disparu, essayer de t'expliquer, de justifier tes sentiments ou d'exiger des comptes est un gaspillage monumental de ta force vitale. Les personnes qui fonctionnent sur la manipulation ou le droit divin comprennent rarement les limites. Elles s'attendent à ce que tu discutes, que tu fasses des compromis, que tu mendies de la reconnaissance. Tu ne l'as pas fait, tu n'en avais pas besoin. Tu ne négocies pas avec le manque de respect. En prenant du recul, tu donnais une leçon plus retentissante que les mots ne pourraient jamais l'être. Ton silence a toujours porté plus de poids que leurs pitoyables excuses ou explications. Quand quelqu'un ne comprend pas la valeur de l'intégrité, tu ne partais pas par vengeance. Tu partais parce que la situation révélait ce que ces gens étaient prêts à tolérer. Et tu refusais catégoriquement de faire partie de cette mascarade. Chaque pas en dehors de la toxicité, chaque sortie de leur labyrinthe de manipulation, chaque limite que tu imposais était une déclaration souveraine. Ta paix n'est pas négociable, et ton temps ne fait l'objet d'aucun débat. Ils étaient sous le choc, parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir des gens s'éloigner avec une telle conviction. La plupart argumenteraient, ramperaient ou se justifieraient sans fin. Pas toi. Tu partais proprement. Pas de drame, pas de spectacle, juste une action pure. Et cette action mettait à nu tout ce qu'ils étaient. Leurs besoins maladifs de contrôle, leur sentiment de supériorité, leur incapacité pathologique à te respecter. La puissance de cet acte est subtile, mais indéniable. En partant sans chercher de conclusion, tu les as forcés à affronter la vérité qu'ils fuyaient. Ils ont dû se confronter à leur propre comportement dans le silence assourdissant que tu as laissé derrière toi. Ce n'était pas une punition, c'était une révélation éclatante. Et pour toi, c'était la liberté absolue. Les gens qui prospèrent sur le drame craignent cela plus que tout, car c'est incontrôlable. Tu ne dépends pas de leur validation, de leurs explications ou de leur approbation. Tu fixes la norme, et si quelqu'un refuse de l'atteindre, tu t'en vas. Cette capacité calme, décisive, intransigeante, terrifie ceux qui comptent sur la manipulation pour se sentir puissants. Ils ont appelé cela un acte brusque, impulsif ou d'une froideur glaciale. Tu as appelé cela la survie. Tu n'as pas brûlé les ponts. Tu as simplement refusé de traverser l'océan de leur manque de respect. Et c'est un niveau de contrôle qu'ils ne comprendront jamais vraiment. Ton humour était sombre, parce que tu avais déjà compris que la réalité n'a rien de doux. Ils te trouvaient tordu, bizarre, trop franc, trop cynique. Ils riaient nerveusement à tes blagues, mal à l'aise face à la façon dont tu pointais du doigt ce que personne d'autre n'osait prononcer. Mais ton humour n'était pas là pour choquer. Ce n'était pas une astuce mondaine, c'était de l'honnêteté, brute et non filtrée. Tu voyais le monde tel qu'il était réellement, dépouillé de tous ses artifices, et tes blagues n'étaient que le reflet de cette vérité tranchante. La vie n'est pas douce. Les gens ne sont pas parfaits. Les systèmes ne sont pas justes, et prétendre le contraire est tout simplement épuisant. Alors, tu ne dorais pas la pilule. Tu ne prétendais pas que tout allait bien juste pour maintenir une fausse paix. Tu riais de la vérité au lieu de l'enfouir. La plupart des gens fuient l'humour noir parce qu'il les force à affronter des réalités qu'ils préféreraient ignorer.
Il raconte des blagues inoffensives, répète des mensonges réconfortants, ou évite de dire quoi que ce soit qui pourrait rendre quelqu'un mal à l'aise. Tu ne jouais pas à ce jeu. Ton humour est devenu un miroir, montrant aux gens leur propre reflet d'une manière qu'ils détestaient. Ce miroir les mettait mal à l'aise, parce que soudainement, ils ne pouvaient plus se cacher derrière leur sourire poli ou leurs conversations futiles répétées d'avance. Ils étaient forcés de regarder en face les fissures, les absurdités et les hypocrisies qu'ils préféraient feindre de ne pas voir. La beauté de ce mécanisme est subtile mais dévastatrice. Pendant que les autres s'accrochaient à leurs illusions rassurantes, tu utilisais l'humour pour exposer les schémas, révéler les contradictions et dénoncer l'hypocrisie sans jamais donner l'impression de faire la morale. C'est plus tranchant que la critique et infiniment plus efficace. Les gens rient nerveusement, balayent la chose dans un premier temps, mais la vérité s'installe quand même dans leur esprit. Cet inconfort est une forme d'influence redoutable. Il modifie leur perception tout en te laissant totalement intouchable. Tu n'es pas méchant, tu es conscient. Tu n'es pas cruel, tu es observateur. Tu vois ce que tout le monde évite et tu le dis d'une manière qui déchire le voile de leur ignorance. Et le plus frustrant pour eux, c'est que ton humour fonctionne parce qu'il est d'une précision millimétrée. Il n'est pas exagéré. Il n'est pas fabriqué pour faire de l'effet. C'est le reflet exact de la réalité filtrée par la clarté de ton esprit. Ils appellent ça sombre. Tu appelles ça de l'honnêteté pure. Pendant qu'ils se démènent pour cacher leurs erreurs, éviter l'embarras et garder leur petit confort intact, tu traverses le monde en riant doucement des vérités qu'ils sont terrifiés de reconnaître. Ce niveau de conscience enveloppé d'humour n'est pas seulement intimidant, il est tout bonnement inarrêtable. Tu disparaissais stratégiquement et non émotionnellement. Ils pensaient que ton absence signifiait que tu étais perdu, confus ou en plein effondrement. Des semaines ou des mois sans un mot, sans aucune explication, sans la moindre mise à jour. Et les gens chuchotaient « Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?» Ils supposaient le chaos, ils supposaient le drame, ils supposaient la défaite. Mais ton silence n'était pas guidé par tes émotions. Il était purement tactique. Tu ne disparaissais pas pour fuir tes problèmes ou tes sentiments. Tu disparaissais pour te réinitialiser, pour observer de loin et pour reconstruire ta forteresse. Pendant que tout le reste du monde réagissait aveuglément aux événements, tu planifiais, tu affinais et tu préparais tes prochains mouvements dans l'ombre. Tu n'avais pas besoin de validation. Tu n'avais pas besoin de leur approbation, tu avais besoin de clarté, de distance et de temps pour aiguiser ton esprit comme une lame. La plupart des gens confondent la visibilité constante avec la compétence. Si quelqu'un est silencieux, le troupeau suppose l'instabilité. Ils ne réalisent pas que la véritable stratégie exige très souvent de sortir complètement de la lumière des projecteurs. Pendant qu'ils étaient occupés à se donner en spectacle pour mendier de l'attention, tu rassemblais silencieusement des informations cruciales. Tu étudiais qui était digne de confiance, qui était affreusement prévisible, qui finirait par s'effondrer quand la véritable pression arriverait. Ton absence n'était pas une fuite, c'était une élévation de conscience. Tu cartographiais le terrain sans aucune interférence, calculant les résultats et te préparant à agir avec une précision chirurgicale. Le coup de maître, c'est que ton absence les déstabilisait sans même que tu aies besoin de lever le petit doigt. Ils remarquaient le silence, la présence manquante, le manque d'explication, et ils remplissaient ce vide terrifiant avec leurs propres peurs et leurs suppositions absurdes. Chaque fausse narration qu'ils créaient autour de ta disparition en disait bien plus long sur eux que sur toi. Ils paniquaient, ils projetaient, ils s'agitaient dans tous les sens. Pendant ce temps, tu étais au contrôle total. Tu laissais le temps travailler pour toi, laissant le monde jouer ses petites scènes pendant que tu te positionnais parfaitement pour l'acte suivant. Et quand tu revenais, ce n'était pas un simple retour, c'était une révélation. Soudainement, cet être silencieux qu'il croyait fragile se révélait être la personne la plus préparée, la plus consciente et la plus inarrêtable de toute la pièce.
Les mêmes personnes qui avaient douté de toi étaient maintenant forcées de recalibrer entièrement leur vision. Ils réalisaient beaucoup trop tard que ton absence n'avait jamais été un signe de faiblesse. C'était l'ultime préparation. Disparaître en silence t'a conféré un niveau d'avantage qu'ils ne pourraient jamais anticiper. Et cela les laissait se démener pitoyablement pour tenter de rattraper quelqu'un qui avait déjà 3 coups d'avance sur la partie. Tu faisais confiance aux schémas comportementaux bien plus qu'aux belles promesses. Ils te trouvaient sceptique, peut-être même cynique, parce que tu ne prenais pas les mots pour argent comptant. Quand les gens faisaient de grandes promesses, des déclarations flatteuses ou te donnaient des assurances débordantes de confiance, tu ne te contentais pas de hocher la tête et de sourire naïvement. Tu attendais, tu observais. Tu prêtais une attention méticuleuse aux actes, aux petits détails, aux habitudes, aux schémas qui se dévoilaient inévitablement avec le temps. Les mots ne coûtent rien. N'importe qui peut dire ce qu'il veut dans le feu de l'action, mais un comportement répété crache toujours la vérité. Tu as compris cela de manière viscérale, et c'est ce qui t'a rendu presque intouchable. La plupart des gens vivent dans un monde d'espoir illusoire, supposant que ce que quelqu'un dit s'alignera miraculeusement avec ce qu'il fera. Ils se brûlent encore et encore, parce qu'ils confondent de vagues intentions avec la réalité crue. Toi, non. Tu n'avais pas besoin d'entendre « je serai là » ou « je te couvre » une centaine de fois. Tu avais seulement besoin de voir si cela se produisait une fois, puis 2, puis de manière constante et prouvée. Cela te suffisait amplement. Les schémas ne mentent jamais. Les gens, eux, mentent. En accordant ta confiance aux schémas plutôt qu'aux promesses, tu as refusé d'être manipulé. Les beaux parleurs, les charmeurs et les menteurs professionnels qui comptaient uniquement sur leur salive ne pouvaient pas t'atteindre. Ils pensaient pouvoir te persuader, t'influencer ou te faire culpabiliser avec leurs belles paroles. Tu ne leur as jamais donné ce levier. Tu as laissé leurs actions parler bien plus fort que n'importe quel de leurs discours. Et pendant qu'ils sous-estimaient le pouvoir de leur propre comportement observé à la loupe, tu collectais silencieusement les données. Tu savais parfaitement qui était fiable, qui était un danger mortel et qui allait inévitablement échouer. Cette approche froide t'a donné une clarté que les autres ne pourront jamais atteindre. Pendant que tout le monde réagissait émotionnellement aux promesses brisées ou aux déceptions amères, toi, tu savais déjà exactement à quoi t'attendre. Tu n'avais pas besoin d'être surpris. Tu n'avais pas besoin de pardonner ou de te frustrer inutilement. Tu étais préparé. Tu agissais sur la base de preuves tangibles, pas sur la base de l'espoir aveugle. Et quand la vérité a finalement montré son vrai visage, quand les gens ont révélé leur vraie couleur, quand les promesses se sont effondrées en cendres, quand les nobles intentions se sont émiettées, tu n'as pas eu l'air choqué. Tu avais exactement l'air que tu devais avoir, calme, confiant, intouchable. Les mêmes personnes qui avaient essayé de t'influencer avec des mots réalisaient maintenant, trop tard, que tu opérais depuis le début sur un système bien plus profond et infiniment plus précis. Faire confiance aux schémas plutôt qu'aux promesses n'était pas du cynisme, c'était de la maîtrise, c'était la survie pure, c'était une stratégie déployée à un niveau qu'ils ne pourraient jamais répliquer. Tu as accepté d'être incompris, parce que tu savais qu'expliquer tes actions équivaut à perdre ton pouvoir. Les gens supposaient que tu étais quelqu'un de compliqué, de mystérieux, voire de difficile, simplement parce que tu ne passais pas ton temps à justifier tes faits et gestes ou à clarifier tes pensées intimes. Ils murmuraient que tu étais distant, que tu ne communiquais pas correctement, que personne ne parvenait à te cerner. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que tu ne devais d'explication à personne. Tu avais saisi une vérité que la majorité des mortels ne saisiront jamais. Quand tu t'expliques à des gens qui ne sont pas équipés pour comprendre, tu leur donnes un pouvoir direct sur toi. Chaque justification, chaque argument, chaque raison que tu distribues est un levier que quelqu'un peut utiliser pour te manipuler, te rabaisser ou te contrôler. Alors, tu as purement et simplement arrêté de leur tendre ces leviers. Tu as accepté d'être incompris. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la haute stratégie.
Pendant qu'ils s'agitaient pour essayer de t'étiqueter, de prédire tes réactions ou de te forcer à entrer dans l'une de leurs boîtes étriquées, tu les as laissés tranquillement tout interpréter de travers. Ils supposaient qu'ils pouvaient calculer ton comportement ou anticiper tes décisions profondes. Et ce faisant, ils se révélaient eux-mêmes au grand jour. Plus ils te jugeaient mal, plus ils devenaient atrocement prévisibles. Tu ne les as pas corrigés. Tu n'as pas apporté de clarification. Tu es resté dans le silence absolu. Et ce silence est devenu ton arme absolue. La plupart des gens cèdent à la panique lorsqu'ils ne sont pas pleinement compris. Ils se démènent, ils s'expliquent en bégayant, ils s'excusent, ils s'ajustent, ou ils essaient de faire le spectacle pour obtenir une miette de validation. Pas toi. Tu savais que moins tu leur donnais de pièces mobiles à observer, plus il leur était impossible de te manipuler. Accepter l'incompréhension a transformé chacune de leurs tentatives pour te décoder en un gaspillage d'énergie pathétique de leur part. Chaque fausse interprétation devenait une nouvelle couche de blindage autour de ton aura. Le combat spirituel contre les vampires énergétiques qui drainent notre monde est implacable et féroce. Si cette fréquence résonne dans ton âme, l'élu, souviens-toi que tu peux soutenir financièrement cette chaîne par un don ou en offrant un café, car c'est notre union silencieuse qui maintient cette forteresse debout face à l'ignorance. Et voici l'ironie majestueuse. En refusant d'être pleinement vu ou expliqué, tu es devenu bien plus influent qu'ils ne pourraient jamais le mesurer. Ils t'ont sous-estimé. Ils ont mal lu tes intentions les plus pures. Et pendant qu'ils étaient occupés à deviner dans le noir, tu traversais la vie avec la précision d'un scalpel. Ils pensaient être maîtres de l'histoire. Tu contrôlais tranquillement la réalité elle-même. Être incompris n'est pas un défaut de fabrication, c'est une armure. Elle te protège des manipulations grossières. Elle amplifie ta force de levier et elle force les autres à se dévoiler sans que tu n'aies jamais à lever le petit doigt. Les gens qui sont persuadés de t'avoir compris sont toujours ceux qui sont, en réalité, les plus exposés. Et c'est là, en fin de compte, que réside l'éclat du génie. Laisser l'incompréhension travailler en ta faveur. Et cette fameuse folie dont ils riaient à gorge déployée s'est avérée être une pensée de précision qu'ils étaient bien incapables d'imiter. Pendant très longtemps, les gens ont chuchoté, ricané et secoué la tête face à ta façon d'opérer. Ils disaient que tes mouvements étaient erratiques, que tes décisions étaient insaisissables, que ta concentration était obsessionnelle ou profondément étrange. Ils ne comprenaient pas le rythme qui pulsait derrière chacune de tes actions. Pour eux, cela semblait chaotique, hors de contrôle, presque suicidaire. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ce qu'ils n'ont jamais été capables de reproduire, c'est que chaque pause, chaque silence vertigineux, chaque choix d'apparence aléatoire était calculé avec une précision chirurgicale absolue. Ton esprit ne sautait pas aveuglément d'une pensée à l'autre. Il exécutait des simulations complexes, pesait les résultats à venir et te positionnait de manière à garantir une clarté maximale, un avantage suprême et une exposition minimale aux dommages. Ils appelaient ça de la folie parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas suivre le rythme. Les cerveaux humains détestent viscéralement admettre quand quelqu'un d'autre opère sur une fréquence infiniment supérieure. Quand quelqu'un perçoit des schémas qu'ils ne peuvent même pas imaginer dans leurs rêves les plus fous. Et le côté comique de la chose, c'est que tu t'en moquais éperdument qu'ils rient. Tu les as laissés faire. Pendant qu'ils te sous-estimaient avec complaisance, pendant qu'ils jugeaient mal ton intelligence, pendant qu'ils essayaient désespérément de te trouver une faille pour se rassurer, tu étais 3 pas en avance. Le chaos qu'ils imaginaient dans ta tête était en réalité le plan directeur de ton succès, une carte détaillée pour naviguer dans des situations dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Absolument tout ce dont ils se sont moqués a fini par leur donner tort. Chaque prédiction que tu as osé faire, chaque frontière que tu as tracée dans le sable, chaque mouvement subtil qui semblait impulsif sur le moment, tout s'est déroulé exactement comme tu l'avais anticipé. Et soudainement, le fou du village est devenu la seule personne qui avait l'air préparée, en contrôle total,
et impossible à ébranler. Ils ont réalisé beaucoup trop tard que ce qu'ils appelaient de la folie était en fait de la maîtrise pure. Ce qu'ils qualifiaient d'imprévisibilité était en réalité de la haute stratégie. Ce qu'ils craignaient au fond de leur tripes, c'était cette clarté et cette indépendance qui leur faisaient si cruellement défaut. Au moment où ils ont fini par comprendre, c'était déjà terminé pour eux. Ils ne pouvaient pas reproduire cela parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de développer la discipline, le sens de l'observation et la clairvoyance qui rendaient ta pensée si mortelle dans sa précision. La chose même dont ils riaient grassement était la chose exacte qui te distinguait d'eux. Cet avantage invisible que personne d'autre ne pouvait approcher. Cette soi-disant folie n'était pas le chaos. C'était l'intelligence suprême, portant la cape de l'invisibilité. Et c'est pourquoi, à la toute fin, ils ont dû admettre qu'ils ne faisaient pas face à de l'instabilité. Ils faisaient face à une brillance qu'ils ne pouvaient même pas commencer à concevoir. Tout ce que nous avons exploré en profondeur aujourd'hui dresse un tableau qu'il est désormais impossible d'ignorer. Ce que les gens appelaient de la folie en toi n'était pas du hasard, ce n'était pas du désordre, ce n'était pas un déséquilibre. C'était de la clarté, de la précision et de la stratégie, enveloppée dans un manteau de silence, d'observation implacable et de discipline émotionnelle. Chaque moment où ils t'ont étiqueté comme trop excessif était en fait un signal de ta préscience. Chaque pause respirée, chaque disparition calculée, chaque refus catégorique de t'expliquer, chaque rire face à des vérités inconfortables, chaque limite que tu as fait respecter avec fermeté, rien de tout cela n'était une réaction épidermique. C'était un calcul mathématique de survie. Tu ne réagissais pas de manière excessive, tu n'étais pas dramatique et tu n'étais certainement pas perdu. Tu étais éveillé, pleinement conscient, et opérant à un niveau que la majorité des âmes endormies ne peuvent même pas concevoir. Ils t'ont sous-estimé, ils ont mal interprété ton essence, et ils ont essayé de t'enfermer dans des cages qui n'ont jamais existé pour toi. Tout cela pendant que tu observais calmement, apprenais de leurs faiblesses, et avançais inexorablement. La patience monumentale que tu as portée, le contrôle émotionnel que tu as dominé, l'observation subtile que tu as exécutée sans bruit, les retraites stratégiques que tu as orchestrées et la manière dont tu as laissé l'incompréhension des autres travailler à ton profit. Ce n'étaient pas des défauts, c'était ta puissance brute, ton armure étincelante et ton avantage définitif. Au moment où ils ont percuté le mur de la vérité, ils ne pouvaient plus t'atteindre. Ils ne pouvaient pas imiter tes mouvements fluides. Ils ne pouvaient pas prédire tes jugements. Ce qu'ils appelaient de la folie s'est avéré être une intelligence bien trop aiguisée, bien trop disciplinée et bien trop indépendante pour qu'ils puissent la supporter. Il ne s'agit pas ici de leur prouver qu'ils ont tort pour flatter ton ego. Il s'agit de comprendre ta propre brillance souveraine et de l'utiliser consciemment comme une arme. Il s'agit de voir que chaque prétendu défaut qu'ils ont pointé du doigt était en réalité la marque de ta précision redoutable. Il s'agit de reconnaître que l'observateur calme, calculateur et silencieux dans le coin de la pièce, celui dont ils se sont moqués, dont ils ont ri et qu'ils ont sous-estimé avec arrogance, est celui qui, en fin de compte, tire les ficelles du jeu entier. Et aujourd'hui, tu peux enfin t'approprier cette réalité, sans la moindre excuse, sans chercher à t'expliquer, et sans la moindre hésitation. Ne laisse plus ta lumière vaciller face à ces prédateurs. La boucle n'est pas fermée tant que ton aura saigne. Il est temps d'agir. Guide tes pas immédiatement vers le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine grâce aux 7 sceaux de l'élu. Scelle ton royaume authentique. Que la grâce t'accompagne.